Mon beau-fils a vendu mon château d'Yquem 1947 d'une valeur de 150 000 € et l'a remplacé par une bouteille à 12 € du supermarché, pensant que j'étais trop vieux et aveugle pour remarquer la différence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais été maître sommelier pendant 43 ans et que je pouvais détecter un faux vin à la couleur depuis l'autre bout de la pièce. Le verre de cristal tremblait légèrement dans ma main burinée alors que je tenais la bouteille contre la lumière qui filtrait par la fenêtre de la cave. 72 années de vie m'avaient enseigné bien des choses, mais peut-être la leçon la plus précieuse était celle-ci. La confiance, une fois brisée, révèle le véritable caractère d'une personne. La bouteille dans ma main portait l'écriture élégante du château d'Yquem 1947, le même millésime que j'avais acheté aux enchères il y a 15 ans pour ce que la plupart des gens considéreraient comme une petite fortune. Mais ce n'était pas ma bouteille. C'était un imposteur, une contrefaçon bon marché que Marcus, le mari de ma fille depuis 3 ans, avait substituée à l'une des possessions les plus précieuses de ma collection. J'avais construit cette cave à vin de mes propres mains en 1983, peu après ma retraite de ma carrière de chef sommelier au Bristol à Lyon. Chaque pierre de ces murs avait été soigneusement sélectionnée, chaque système de contrôle de température précisément calibré pour créer l'environnement parfait pour vieillir les meilleurs vins du monde. La collection qui remplissait ces casiers sur mesure ne représentait pas seulement une valeur monétaire, mais la passion d'une vie, des connaissances et une curation minutieuse. Chaque bouteille racontait une histoire, conservait des souvenirs des vignobles que j'avais visités, des vignerons dont j'étais devenu l'ami, des occasions spéciales pour lesquelles ces vins étaient destinés à être célébrés. Le château d'Yquem 1947 avait été le joyau de ma collection, un sauterne légendaire d'un des plus grands millésimes de l'histoire de Bordeaux. J'avais attendu 12 ans l'opportunité de l'acquérir, réussissant finalement lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, où j'avais surenchéri sur des collectionneurs du monde entier. La maison de vente avait authentifié méticuleusement sa provenance, traçant son parcours depuis les caves originales du château à travers une série de collections privées prestigieuses. Quand le marteau était tombé à 148 000 €, j'avais ressenti une vague de fierté et d'accomplissement que peu d'expériences dans ma vie avaient égalé. Ce n'était pas juste une bouteille de vin, c'était de l'histoire liquide, un témoignage de l'art et de la tradition de la vinification française. Maintenant, alors que j'examinais la contrefaçon grossière dans mes mains, je ressentais une émotion entièrement différente. L'étiquette était mal reproduite, le papier trop blanc et net pour quelque chose supposément vieilli depuis plus de 70 ans. La bouteille elle-même était fausse, le verre trop clair, manquant de la patine subtile que les vins vintage authentiques développent au fil du temps. Mais le plus révélateur, quand je l'avais débouché la veille pour ce que j'avais prévu comme un dîner spécial avec Sarah, ma fille, et son mari, le liquide à l'intérieur n'était rien d'autre qu'un vin de dessert médiocre, coûtant probablement moins de 15 € au supermarché local. Marcus avait été intelligent dans sa déception, je dois l'admettre. Il avait attendu que Sarah et moi soient tous les deux hors de la ville, elle rendant visite à sa tante à Marseille et moi assistant à un symposium sur le vin en Bourgogne. Pendant ces 5 jours, il s'était apparemment introduit dans ma maison en utilisant la clé de secours que j'avais donnée à Sarah pour les urgences, était descendu dans ma cave et avait systématiquement remplacé certaines de mes bouteilles les plus précieuses par des contrefaçons convaincantes, mais ultimement sans valeur. L'audace pure était à couper le souffle. Mais ce qui me dérangeait plus, c'était le calcul derrière tout cela. Ce n'était pas un crime de passion ou de désespoir, c'était un vol méthodique, planifié et exécuté avec la patience de quelqu'un qui se croyait plus intelligent que sa victime. J'avais commencé à suspecter quelque chose il y a 2 semaines, quand j'étais descendu à la cave pour sélectionner une bouteille pour un dîner que j'organisais pour quelques anciens collègues de l'industrie de la restauration. Alors que je tendais ma main vers un domaine de la Romanée Conti 1985, une des 700 bouteilles jamais produites de ce millésime extraordinaire, quelque chose dans l'étiquette avait attiré mon œil. La fonte était légèrement différente, presque imperceptible, mais pour quelqu'un qui avait passé des années à examiner les étiquettes de vin avec la minutie d'un détective, la discordance était aussi évidente qu'un néon. Je l'avais d'abord rejeté comme de la paranoïa, peut-être un jeu de lumière ou mes yeux vieillissants, mais la graine de doute avait été plantée. Au cours des jours suivants, j'avais commencé à examiner d'autres bouteilles de ma collection plus attentivement et avec alarme croissant, j'avais découvert que la déception était bien plus étendue que je l'avais initialement craint.
Un Pétrus 1961 d'une valeur de 80 000 euros avait été remplacé par ce qui semblait être un mélange de merlot bon marché et de colorant Fortex. Un mouton Rothschild 1945, un des vins les plus légendaires jamais produits, avait été substitué par une bouteille qui ne pouvait avoir vieilli que plus de 5 ans. Une collection verticale de Screaming Eagle des années 1990, d'une valeur de près de 200 000 euros au total, avait été remplacée par des bouteilles portant des étiquettes si mal contrefaites qu'elles avaient l'air d'être imprimées sur un ordinateur de mastic. La perte financière était stupéfiante, mais la dévastation émotionnelle coupait encore plus profondément. Ces vins n'étaient pas seulement des investissements, ils étaient la représentation tangible de la passion de ma vie, de mon expertise professionnelle et de mon héritage. J'avais prévu de partager beaucoup de ces bouteilles avec Sarah et ses futurs enfants, de transmettre non seulement leurs valeurs monétaires, mais les histoires et les connaissances qui les accompagnaient. Marcus n'avait pas seulement volé du vin, il avait volé mon histoire, mes souvenirs et mes plans pour l'avenir. Ce qui rendait la trahison encore plus douloureuse était la réalisation de à quel point j'avais été complètement dupé par lui. Quand Sarah m'avait présenté Marcus pour la première fois il y a 3 ans, j'avais été impressionné par sa sophistication apparente et son intérêt exprimé pour le vin. Il avait posé des questions réfléchies sur ma collection, écouté attentivement alors que j'expliquais les nuances de différents millésimes et régions, et avait même proposé de m'aider à organiser et cataloguer mes bouteilles. J'avais vu son attention comme un respect genuin pour mon expertise et ma passion, ne soupçonnant jamais qu'il menait en fait une reconnaissance, apprenant la disposition de ma cave et identifiant les cibles les plus précieuses pour son vol éventuel. Marcus travaillait comme conseiller financier, une profession qui m'avait initialement donné confiance en son caractère et son intégrité. Il conduisait une berline allemande coûteuse, portait des costumes qui suggéraient le succès et parlait avec connaissance des investissements et des tendances du marché. Quand il avait épousé Sarah dans une cérémonie somptueuse qu'il avait largement payée, je m'étais senti reconnaissant que ma fille ait trouvé quelqu'un qui pouvait subvenir à ses besoins de la manière qu'elle méritait. Je l'avais accueilli dans notre famille à bras ouverts, le traitant non pas comme un beau-fils, mais comme le fils que je n'avais jamais eu. L'ironie était amère et complète. Dans mon empressement à embrasser le choix de mari de Sarah, j'avais invité un voleur dans mon espace le plus sacré, lui avait donné accès à des trésors que j'avais passé des décennies à accumuler et il lui avait confié des connaissances qu'il utiliserait finalement pour me voler. La trahison se ressentait comme une blessure physique, une douleur profonde qui semblait imprégner chaque coin de mon être. Je remis le faux château d'Yquem à sa place et sortis mon catalogue relié en cuir, un registre méticuleux que j'avais maintenu de chaque bouteille de ma collection. Chaque entrée incluait la provenance du vin, la date d'achat, le prix payé et des notes de dégustation de mon évaluation initiale. Alors que je feuilletais les pages, vérifiant bouteille après bouteille contre mes registres, l'ampleur du vol de Marcus devenait de plus en plus claire. Il avait été systématique et minutieux, ciblant les bouteilles les plus précieuses et reconnaissables, tout en laissant assez de la collection intacte pour éviter une détection immédiate. Le château d'Yquem, 1947 que j'avais débouché pour le dîner, était destiné à être une célébration. Sarah avait récemment reçu une promotion dans son entreprise de marketing et j'avais voulu partager quelque chose de spécial avec elle et Marcus pour marquer l'occasion. Au moment où j'avais goûté le liquide dans mon verre, j'avais su que quelque chose était terriblement faux, mais j'avais réussi à maintenir ma composure tout au long de la soirée, tenant une conversation polie pendant que mon esprit s'emballait pour comprendre ce qui s'était passé. Sarah avait remarqué ma distraction et avait demandé si tout allait bien. Je l'avais assuré que j'étais simplement fatigué, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Marcus, pendant ce temps, avait complimenté le vin avec enthousiasme, décrivant des saveurs et des caractéristiques qui ne ressemblaient rien à ce que nous buvions réellement. Sa performance avait été si convaincante que pendant un moment, je m'étais demandé si je perdais mon palais, si l'âge rattrapait finalement ma capacité légendaire à analyser le vin. Mais dans le fond, je connaissais la vérité. Marcus était soit complètement ignorant du vin, malgré ses années d'intérêt fin, soit il se moquait délibérément de moi, sachant que je découvrirais finalement sa tromperie. Après leur départ ce soir-là, j'étais descendu dans la cave et avais commencé l'examen systématique qui avait confirmé mes pires craintes. Bouteille après bouteille révélait le même patron, des vins précieux remplacés par des substituts bon marché, des étiquettes contrefaites avec des degrés de compétence variables, et une trace de vol qui représentait non seulement des centaines de milliers d'euros de pertes, mais la destruction de quelque chose d'irremplaçable.
La question qui me hantait maintenant était de quoi faire de cette connaissance. Mon premier instinct avait été d'appeler immédiatement la police, de faire arrêter Marcus et le poursuivre dans toute la mesure de la loi. Mais en considérant les implications, je réalisais qu'un tel cours d'action détruiserait non seulement Marcus, mais aussi Sarah. Elle serait dévastée par la révélation de la criminalité de son mari, et les procédures légales qui s'ensuivraient déchireraient notre famille. De plus, prouver le vol serait compliqué, nécessitant une authentification experte des bouteilles restantes et une documentation exhaustive qui pourrait prendre des mois ou des années à compiler. Non, décidai-je, en montant les escaliers étroits menant de la cave, cette situation nécessitait une approche plus nuancée. Marcus avait parié que j'étais trop vieux, trop confiant ou trop naïf pour détecter sa tromperie. Il avait sous-estimé non seulement mon expertise, mais ma résolution. S'il voulait jouer à des jeux avec un maître sommelier qui avait passé des décennies à apprendre à distinguer la vérité de la tromperie, l'authenticité de la contrefaçon, alors je lui montrerais exactement ce que cela signifiait d'être surpassé par quelqu'un avec 70 ans d'expérience. Je m'installai dans mon fauteuil de cuir préféré dans le bureau, la même chaise où j'avais passé d'innombrables soirées à lire sur les régions viticoles, étudier les cartes de millésimes et planifier mes prochaines acquisitions. La pièce était bordée de livres sur le vin, la viticulture et l'histoire de divers châteaux et domaines. Des prix et certificats de ma carrière dans l'industrie de la restauration décoraient les murs, ainsi que des photographies de moi avec des chefs célèbres, des vignerons et d'autres luminaires du monde culinaire. C'était mon sanctuaire, l'endroit où j'avais toujours fait ma meilleure réflexion. Le plan commença à prendre forme lentement, se formant comme des sédiments, se déposant dans un vin vieilli. Marcus croyait qu'il m'avait surpassé, qu'il pouvait me voler en toute impunité, tout en maintenant sa façade de respectabilité et de loyauté familiale. Mais il avait fait plusieurs erreurs cruciales. Premièrement, il avait sous-estimé mes connaissances et mon attention aux détails. Deuxièmement, il avait supposé que je serais trop émotionnellement investi dans le maintien de l'harmonie familiale pour prendre une action décisive. Et troisièmement, il avait échoué à considérer que quelqu'un avec mes connexions, dans le monde du vin, aurait des ressources et des relations qui pourraient être exploitées de manières inattendues. Je tendis la main vers mon téléphone et fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Henri Dubois avait été mon ami pendant plus de 30 ans, depuis que nous nous étions rencontrés lors d'une dégustation de vin en Bourgogne, au début des années 1990. Il était maintenant l'un des authentificateurs de vin les plus respectés au monde, régulièrement appelé par les maisons de vente aux enchères, les compagnies d'assurance et les agences de police pour vérifier la provenance de bouteilles précieuses. Si quelqu'un pouvait m'aider à documenter l'étendue du vol de Marcus et construire un dossier inattaquable contre lui, ce serait Henri. « Edmond, mon ami !» La voix d'Henri portait l'accent chaleureux de sa Bourgogne natale. « Comme c'est merveilleux d'avoir de tes nouvelles. Comment va ta collection ?»« C'est exactement pourquoi je t'appelle, Henri, » répondis-je, choisissant mes mots soigneusement. « Je pense que j'ai peut-être besoin de ton expertise sur une affaire plutôt délicate. » J'expliquai à Henri la situation dans les grandes lignes, décrivant mes soupçons sans révéler initialement la connexion familiale. Henri écouta avec l'attention d'un professionnel, posant des questions pointues sur les bouteilles spécifiques impliquées et la nature des substitutions. Quand j'ai mentionné le château d'Yquem 1947, je l'entendis inspirer brusquement. « Mon Dieu, Edmond, cette bouteille seule, si quelqu'un l'a remplacée par une contrefaçon, ils ont commis un crime d'audace extraordinaire. Et tu dis qu'il y en a d'autres ?» Beaucoup d'autres, j'en ai peur. Henri, j'ai besoin que tu viennes à Lyon. J'ai besoin d'une authentification professionnelle et de documentation. Mais cela doit être géré avec une discrétion absolue. Henri accepta immédiatement, comme je savais qu'il le ferait. Au-delà de notre amitié, il comprenait la gravité de ce que je décrivais. La fraude au vin devenait de plus en plus sophistiquée dans les dernières années, avec des organisations criminelles produisant des bouteilles fausses qui pouvaient tromper tout sauf les yeux les plus experts. Le vol et le remplacement d'une collection entière représentaient cependant quelque chose de bien plus personnel et vindicatif. Alors que nous arrangions les détails de sa visite, je commençais à considérer les implications plus larges de ce que je planifiais. Simplement documenter le vol ne serait pas suffisant. J'avais besoin de comprendre les motivations et méthodes de Marcus, et mon plus grand objectif était de m'assurer que la justice soit rendue d'une manière qui le punirait appropriément et protégerait Sarah d'un mal inutile. Au cours des jours suivants, je commençais à observer Marcus plus attentivement chaque fois qu'il venait en visite.
je remarquai des détails qui avaient précédemment échappé à mon attention. La façon dont ses yeux se dirigeaient vers la porte de la cave quand il pensait que personne ne regardait. L'expression calculatrice qui traversait parfois son visage quand Sarah ne faisait pas attention. Et le plus révélateur, le léger sourire qui jouait autour de ses lèvres chaque fois que la conversation tournait autour du vin ou de ma collection. Il l'appréciait, réalisai-je avec une langueur grandissante. Le vol n'était pas seulement question d'argent pour Marcus, c'était le frisson de tromper quelqu'un qu'il considérait clairement comme une proie facile. Dans son imagination, j'étais juste un vieil homme écouté, trop ancré dans ses habitudes et trop confiant pour voir à travers ses machinations. Le mépris implicite dans ses actions était presque plus offensant que le vol lui-même. Sarah, pendant ce temps, restait béatement ignorante de ce qu'il se passait sous son nez. Elle continuait de parler avec enthousiasme du succès de Marcus au travail, de son attention en tant qu'époux et de son respect pour moi et nos traditions familiales. Chaque mois d'éloge se ressentait comme un autre petit couteau dans mon cœur, mais je maintenais ma composure, sachant que révéler la vérité prématurément ne lui causerait que de la douleur inutile. Henri arriva un jeudi matin, portant l'équipement sophistiqué dont il aurait besoin pour authentifier mes bouteilles restantes et documenter les contrefaçons. Nous passâmes toute la journée dans la cave, Henri examinant méthodiquement chaque bouteille suspecte en utilisant l'analyse spectrographique, les techniques de datation au carbone et sa propre expertise légendaire. Les résultats étaient encore pires que je ne l'avais craint. Des 347 bouteilles de ma collection, Marcus en avait remplacé 89, ciblant presque exclusivement les vins les plus précieux et historiquement significatifs. La valeur totale des bouteilles volées dépassait 850 000 €, mais la signification culturelle et historique de certains vins rendait leur perte incalculable. Le Mouton Rothschild 1945, par exemple, était l'une des quelques centaines de bouteilles seulement produites dans une année où le château transitionnait entre propriétaires. La collection verticale de Screaming Eagle représentait un registre complet de l'un des domaines les plus légendaires de Californie pendant sa décennie fondatrice. Ce n'étaient pas juste des bouteilles chères, c'étaient des artefacts, des pièces d'histoire du vin qui ne pourraient jamais vraiment être remplacées. La documentation d'Henri était minutieuse et accablante. Il photographia chaque contrefaçon sous plusieurs angles, mena une analyse chimique des faux vins pour déterminer leur composition réelle et leur âge approximatif, et compila un rapport complet qui servirait de preuve incontestable dans toute procédure légale. Pendant que nous travaillions, il s'émerveillait de l'audace et de l'ampleur du vol. Dans toutes mes années d'investigation de fraude au vin, me dit-il alors que nous concluions notre travail, je n'ai jamais rien vu de semblable à cela. La nature personnelle, la violation de confiance, c'est au-delà du criminel, c'est maléfique. Avec le rapport d'Henri en main, je possédais maintenant les preuves dont j'avais besoin pour détruire Marcus complètement. Mais en considérant mes options, je réalisais que de simples poursuites légales seraient un instrument trop grossier pour la vengeance que j'avais en tête. Marcus avait démontré une compréhension sophistiquée de la déception et de la manipulation. Sa chute devrait refléter ce même niveau de sophistication. L'idée me vint alors que je passais en revue l'analyse d'Henri d'une bouteille particulière, un Bordeaux 1982 que Marcus avait remplacé par un vin qui était clairement d'une région et d'un millésime complètement différents. La contrefaçon était si pauvre qu'elle révélait soit du mépris pour mon expertise, soit une incompréhension fondamentale du vin. Dans tous les cas, cela suggérait que les connaissances de Marcus étaient bien plus superficielles qu'il ne les prétendait. Je commençais à formuler un plan qui non seulement exposerait les crimes de Marcus, mais le ferait d'une manière qui démontrerait toute l'étendue de son ignorance et de son arrogance. S'il voulait jouer à des jeux dans le monde du vin, alors je créerais un jeu où seul un vrai expert pourrait survivre, où ses connaissances superficielles seraient révélées comme la façade qu'elles avaient toujours été. La première phase de mon plan nécessitait de la patience et une orchestration minutieuse. Je devrais créer une opportunité pour Marcus de se révéler, de démontrer sa criminalité et son ignorance simultanément, devant des témoins qui pourraient apprécier toute l'ampleur de sa tromperie. Le monde du vin, malgré toute sa sophistication et son élégance, pouvait être absolument impitoyable envers ceux qui tentaient de le tromper. Marcus était sur le point d'apprendre cette leçon de la manière la plus douloureuse possible. Alors que je m'asseyais dans mon bureau ce soir-là, regardant le jardin où Sarah avait joué enfant, je ressentais un mélange complexe d'émotions. De chagrin pour la confiance qui avait été brisée, de langueur pour l'ampleur de la trahison, mais aussi quelque chose qui me surprenait par son intensité.
l'anticipation. Trop longtemps, j'avais été traité comme une relique, un vieil homme gâteux dont l'expertise était reconnue avec une condescendance polie, mais pas d'un respect génuin. Marcus était sur le point de découvrir que cet vieil homme particulier possédait encore des dents et que quand il était suffisamment provoqué, il n'avait pas peur de les utiliser. Le jeu était sur le point de commencer et cette fois, j'écrirai les règles. L'invitation fut envoyée sur papier crème, avec dorure en relief. Le type de correspondance formelle qui commandait immédiatement le respect dans certains cercles. Edmund Whitmore vous invite cordialement à une dégustation exclusive présentant des millésimes rares de châteaux légendaires, limitée à 12 invités distingués. Samedi soir, 19h. J'avais passé un temps considérable à élaborer la liste d'invités, sélectionnant des personnes dont la présence servirait plusieurs objectifs dans le piège élaboré que je tendais à Marcus. La liste comprenait Robert Chen, critique en chef des vins pour Wine Spectator, dont les critiques pouvaient faire ou défaire la réputation d'un domaine. Il y avait Isabella Montrose, une collectionneuse éminente dont les connaissances rivalisaient avec les miennes et dont la langue acérée était légendaire dans les cercles vinicoles. J'invitais Thomas Berkshire, dont la famille avait possédé une des caves à vin les plus prestigieuses de Lyon pendant 4 générations. Plus important encore, j'incluais l'inspecteur Ray Morrison, un vieil ami de mes jours de restaurant qui s'était développé en un sérieux amateur de vin et dont le background professionnel se révélerait utile quand la soirée atteindrait sa conclusion inévitable. Sarah fut ravie quand je lui parlais de la dégustation, y voyant une preuve que j'émergeais enfin de ce qu'elle percevait comme ma mélancolie récente. « C'est merveilleux que tu reçoives à nouveau, papa », dit-elle pendant notre déjeuner hebdomadaire au petit bistrot près de son bureau. « Marcus sera si excité. Il raconte à tout le monde au travail ta collection incroyable. » Je souris à l'ironie inconsciente de ces mots. « J'en suis sûr, répondis-je, prenant une gorgée prudente du modeste Sancerre que nous avions commandé. Ce serait une soirée très éducative pour tous les participants. » Marcus, quand on l'approcha pour participer, avait été empressé presque au point de la suspicion. Ses yeux s'étaient illuminés quand j'avais mentionné quelques-unes des bouteilles que je prévoyais de présenter pour le groupe, et je remarquai la façon dont il se lécha inconsciemment les lèvres quand je décrivis le Petrus 1990 que j'avais l'intention d'ouvrir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Petrus 1990 dans ma cave était une de ses contrefaçons, et que j'avais déjà arrangé d'acquérir une bouteille authentique par mes connexions à la maison de vente aux enchères. La semaine précédant la dégustation fut un cours magistral en manipulation psychologique. Je commençais à laisser tomber des commentaires désinvoltes sur la valeur de certaines bouteilles de ma collection, m'assurant que Marcus était à portée d'oreille quand je parlais avec Henri de téléphone des procédures d'authentification. Et plus cruellement, je commençais à demander à Marcus ses opinions sur divers vins que nous rencontrions pendant les dîners familiaux. Chaque question était conçue pour révéler la nature superficielle de ses connaissances, tout en construisant simultanément sa confiance en sa capacité à me tromper. « Que penses-tu du terroir dans ce Châteauneuf-du-Pape » lui demandai-je pendant le dîner chez Sarah, 3 jours avant la dégustation. Je regardai son visage blanchir pendant un moment, avant qu'il se reprenne avec une réponse générique sur les notes terreuses et les notes minérales complexes. Sarah rayonnait de prières pour le palais sophistiqué de son mari, tandis que j'ajoutais mentalement un autre élément à ma liste croissante de ses prétentions frauduleuses. Le jour de la dégustation, je passais des heures à ranger la cave pour un effet dramatique. Les fausses bouteilles que Marcus avait plantées étaient prominentement défichées, tandis que les bouteilles authentiques que je servirais réellement étaient cachées dans une section séparée que j'avais construite derrière un faux mur des années plus tôt, à des fins d'assurance. Henri arriva tôt pour aider avec les préparations, apportant avec lui des équipements supplémentaires, qui se révéleraient utiles quand la soirée atteindrait sa conclusion inévitable. « Es-tu certain de cette approche, mon ami ?» demanda Henri alors que nous installions son équipement d'authentification dans un coin de la cave où il ne serait pas immédiatement visible aux invités. « Il n'y avait pas de retour en arrière au moment où il a remplacé mon château d'Yquem par du vin de supermarché, » répondis-je, ajustant les lumières pour m'assurer que les contrefaçons seraient clairement visibles sous un examen attentif. Ce soir, Marcus apprend ce que veut dire voler à quelqu'un qui a passé toute sa vie à apprendre à distinguer la vérité des mensonges. Les invités commençaient à arriver à 19h précises, chacun habillé de manière appropriée pour ce qu'il comprenait être une dégustation de vin significative. Robert Chen apporta son carnet et son appareil photo, préparé à documenter ce qu'il s'attendait à être une collection extraordinaire de bouteilles rares.
Isabella Montrose portait une robe noire qui montrerait toute tache de vin, démontrant sa confiance en ses capacités de dégustation. L'inspecteur Morrison arriva dans un costume subtil mais bien taillé, ayant l'air de l'amateur de vin sophistiqué qu'il était réellement, plutôt que de l'officier de police qu'il était en fait. Marcus et Sarah furent parmi les derniers à arriver, et je remarquai immédiatement que Marcus s'était habillé plus soigneusement que d'habitude. Il portait un blazer marine que je n'avais jamais vu auparavant, et se tenait avec l'air de quelqu'un se préparant pour une performance importante. Sarah, pendant ce temps, rayonnait de fierté pour le retour de son père au divertissement social et l'opportunité de son mari de démontrer ses connaissances vinicoles à un groupe si distingué. Je commençai la soirée avec un bref discours sur l'histoire de ma collection, décrivant comment chaque bouteille représentait non seulement un investissement, mais une connexion aux traditions et à l'artisanat de la vinification. Pendant que je parlais, je regardais Marcus attentivement, notant comment son attention semblait se concentrer intensément chaque fois que je mentionnais des bouteilles spécifiques ou leur valeur. Il calculait, réalisai-je, probablement se demandant combien de bouteilles de plus il pourrait voler avant que je ne le remarque, ou peut-être considérant si certains des invités de ce soir pourraient être des acheteurs potentiels pour sa marchandise volée. Le premier vin que je servis était légitime, un magnifique Barolo 1985 que j'avais gardé pour une occasion spéciale. Alors que les invités faisaient tourner leurs verres et offraient leurs premières impressions, je me rappelais pourquoi j'avais toujours aimé ce type de rassemblement. La conversation était intelligente et nuancée, chaque participant apportant sa propre perspective et expertise aux caractéristiques du vin. Même Marcus réussit à contribuer de manière significative, bien que je notais que ses commentaires étaient soigneusement génériques et auraient pu s'appliquer à presque n'importe quel vin rouge vieilli. Le deuxième vin fut là où les choses commençaient à devenir intéressantes. J'avais sélectionné une des contrefaçons de Marcus, un supposé Margaux 1982 qu'il avait remplacé par ce que mon analyse suggérait être en fait un mélange de vin californien vieilli pas plus de 10 ans. Alors que je versais le vin, je regardais attentivement les visages de mes invités les plus connaisseurs. Isabella Montrose fut la première à paraître perplexe, faisant tourner son verre et fronçant légèrement les sourcils en examinant la couleur. « Edmund, dit-elle après avoir pris une gorgée prudente, es-tu certain de la provenance de cette bouteille? Quelque chose semble incorrect. » C'était le moment que j'attendais. « Incorrect? De quelle manière ?» demandai-je innocemment, me préparant mentalement au drame qui était au point de se dérouler. Robert Chen avait examiné son verre sous la lumière et je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. En tant que l'un des critiques de vin les plus respectés au monde, son palais était entraîné à détecter même les inconsistances les plus subtiles. « La couleur est fausse pour un Margaux 1982, dit-il lentement, et le profil gustatif suggère un vin beaucoup plus jeune, possiblement d'une région complètement différente. » La pièce tomba silencieuse alors que les implications de ces mots s'installaient. Isabella Montrose posa son verre avec un cliquet aigu qui sembla résonner contre les murs de la cave. Thomas Berkshire, dont la famille avait fait le commerce de vins rares pendant des générations, se pencha intérieurement avec l'expression de quelqu'un qui venait d'être témoin d'une catastrophe potentielle. Je me tournai vers Marcus avec une expression de confusion et de préoccupation. « Marcus, tu m'aides à organiser la cave récemment. As-tu une idée de comment cela a pu arriver ?» La couleur se retira du visage de Marcus alors qu'il réalisait qu'il était mis sur la sellette, devant quelqu'un des experts en vin les plus connaisseurs de la ville. Pendant un moment, il sembla figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Puis, dans une tentative désespérée de maintenir sa façade, il fit l'erreur sur laquelle j'avais espéré. « Eh bien, dit-il, sa voix un peu plus haute que d'habitude, ces vieilles bouteilles peuvent être délicates. Parfois, le processus de vieillissement peut changer les caractéristiques de manières inattendues. Je suis sûr qu'elle est authentique, juste peut-être stockée dans des conditions qui ont affecté son développement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chaque personne dans cette cave savait que Marcus venait de se révéler comme étant soit complètement ignorant du vin, soit délibérément trompeur. Robert Chen grimaça vraiment à la stupidité astronomique de la suggestion, tandis qu'Isabella Montrose regardait Marcus comme s'il venait de prétendre que la gravité coulait vers le haut. « C'est pas comme ça que fonctionne le vieillissement du vin, » dit Thomas Berkshire calmement, son ton suggérant qu'il parlait à quelqu'un qui venait de se révéler être complètement non qualifié pour discuter du sujet.
Les caractéristiques fondamentales de l'origine et du millésime d'un vin ne changent pas indépendamment des conditions de stockage. Je pouvais voir la sueur commencer à perler sur le front de Marcus, alors qu'il réalisait que sa tentative de détourner le soupçon l'avait au contraire focalisé directement sur lui. Mais je n'avais pas encore fini avec lui. Le piège que j'avais tendu était plus élaboré qu'une seule bouteille frauduleuse, et j'avais l'intention de déclencher chaque composant avant que la soirée soit terminée. Peut-être devrions-nous examiner quelques autres bouteilles, suggérai-je avec désinvolture. J'ai eu quelques préoccupations concernant l'authentification dernièrement. Marcus, puisque tu es si familier avec ma collection, voudrais-tu m'aider à sélectionner quelques bouteilles pour que le groupe les évalue ? C'était le moment de vérité. Marcus pouvait soit admettre son ignorance et se retirer de la situation, soit continuer sa mascarade et se creuser plus profondément dans le trou qu'il avait créé. Comme je l'avais prévu, son arrogance et son désespoir se combinèrent pour lui faire choisir la dernière option. « Bien sûr, dit-il, en se levant avec ce qu'il pensait probablement être de la confiance, mais qui ressemblait plutôt à quelqu'un marchant vers sa propre exécution. « Je serais heureux d'aider. » Je le menai à la section de la cave où j'avais proéminemment affiché plusieurs de ses contrefaçons, regardant ses yeux darder nerveusement de bouteille en bouteille. Il essayait clairement de se rappeler quelles bouteilles il avait remplacées et lesquelles étaient encore authentiques. Mais la pression du moment et l'examen de nos invités experts affectaient manifestement sa capacité à penser clairement. « Que penses-tu de celle-ci » dis-je, pointant vers le faux mouton Rothschild 1945. Celle-ci supposait être de l'un des millésimes les plus légendaires de l'histoire de Bordeaux. Marcus fixa la bouteille pendant un long moment, et je pouvais pratiquement le voir essayer de calculer les chances de succès s'il la recommandait. L'étiquette était l'une de ses meilleures contrefaçons, mais la bouteille elle-même était complètement fausse pour le millésime, quelque chose que tout collectionneur sérieux remarquerait immédiatement. « C'est une belle bouteille », dit-il finalement. « Très rare, définitivement digne d'être partagée avec un groupe si connaisseur. » J'ai presque souri à la beauté de son autodestruction. En recommandant la bouteille, il n'avait non seulement démontré son ignorance, mais aussi impliqué dans la fraude. Après tout, s'il m'avait aidé à organiser la cave comme prétendu, comment n'aurait-il pas pu remarquer qu'une bouteille si précieuse était un faux ? Henri s'est avancé à ce moment-là, produisant son équipement d'authentification avec le timing dramatique que nous avions répété. « Peut-être devrions-nous examiner cette bouteille plus attentivement avant de l'ouvrir » suggéra-t-il avec une semblance d'injubilité. « Étant donné ce que nous avons découvert avec le Margaux, il pourrait être sage de vérifier l'authenticité. » Le visage de Marcus devint complètement blanc alors qu'Henri commençait à installer son analyseur spectrographique. L'appareil avait l'air impressionnant, scientifique et officiel. Exactement le type d'équipement qui pouvait exposer la fraude avec une précision impitoyable. Je regardais les yeux de Marcus darder nerveusement vers la sortie de la cave, calculant clairement s'il pouvait s'échapper avant que l'analyse soit complète. « Y a-t-il un problème, Marcus ?» demanda l'inspecteur Morrison, son œil entraîné ayant noté le même comportement nerveux que j'observais. « Je vais bien, dit-il, mais sa voix se brisa légèrement sur les mots. Juste excité de voir les résultats. L'analyse d'Henri n'a pris que 5 minutes, mais ce furent les 5 minutes les plus longues de la vie de Marcus. Alors que les résultats apparaissaient sur l'écran portable d'Henri, il fronça dramatiquement les sourcils et vérifia ses lectures 2 fois avant d'annoncer ses découvertes. « Cette bouteille est une contrefaçon », déclara-t-il avec l'autorité de quelqu'un dont l'expertise était internationalement reconnue. « Le verre est faux pour la période, l'étiquette est imprimée sur du papier moderne, et l'analyse préliminaire du contenu par spectroscopie suggère un vin qui n'a plus de 15 ans. » L'explosion de réaction des invités fut immédiate et intense. Isabella Montrose hâta audiblement, tandis que Robert Chen prenait des notes rapides. Thomas Berkshire s'approcha pour examiner la bouteille lui-même, secouant la tête dans l'étonnement de l'audace de la fraude. L'inspecteur Morrison, pendant ce temps, s'était déplacé vers une position près de l'entrée de la cave, bloquant la sortie avec une efficacité désinvolte. Je me tournai vers Marcus avec une expression d'horreur et de trahison croissante. « Marcus, tu m'aides à organiser ces bouteilles. Comment n'as-tu pas pu noter que c'était un faux ?» Le piège se refermait autour de lui avec précision mécanique, et Marcus pouvait sentir les murs se refermer sur lui. Son visage était passé de blanc au gris, et je pouvais voir la sueur tacher sa chemise coûteuse. Il ouvrait sa bouche pour répondre,
Mais avant qu'il puisse parler, Henri fit une autre annonce. « En fait, il y a autre chose, » dit Henri, consultant son équipement. « Cette contrefaçon semble faire partie d'un remplacement systématique. L'adhésif utilisé sur l'étiquette correspond aux échantillons que j'ai pris de plusieurs autres bouteilles suspectes plus tôt cette semaine. » C'était le moment vers lequel j'avais travaillé. La révélation qui exposerait non seulement la fraude individuelle, mais toute l'étendue du vol de Marcus. Je marchais délibérément vers la section où j'avais affiché plusieurs autres bouteilles que Marcus avait remplacées, faisant signe à Henri de les examiner également. Une par une, l'analyse d'Henri révéla l'étendue de la tromperie. Le Petrus 1961 était faux. Le Screaming Eagle 1990 était faux. La collection verticale de Bourgogne que Marcus avait admirée tant de fois était une collection de contrefaçons valant moins que le papier sur lequel leurs étiquettes étaient imprimées. Avec chaque révélation, les expressions de mes invités devenaient plus choquées et plus dégoûtées, tandis que Marcus semblait rétrécir de plus en plus. Finalement, je produisis la pièce de preuve qui terminerait toute possibilité pour Marcus de se sortir de la situation en parlant. D'un cabinet verrouillé, je retirai les bouteilles originales de vin que Marcus avait volées, bouteilles que j'avais récupérées grâce à une enquête minutieuse des caves à vin locales et des maisons de vente aux enchères où il les avait vendues. « Voici mes bouteilles originales », annonçai-je, les posant sur la table à côté de leur remplacement contrefait. « Je les ai trouvées en vente chez divers marchands autour de la ville. Les registres de provenance mènent tous à quelqu'un utilisant le nom et l'identification de Marcus. » Le silence qui suivit fut complet et écrasant. Marcus se tenait figé au centre de la pièce, entouré de preuves de sa culpabilité et de témoins dont l'expertise rendait le déni impossible. L'inspecteur Morrison s'avança, produisant son badge et son identification avec une efficacité pratiquée. « Marcus Wigmore, vous êtes en état d'arrestation pour vol, fraude et contrefaçon. Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que les menottes cliquaient autour des poignets de Marcus, je ressentis un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. L'homme qui m'avait volé, qui avait violé ma confiance et ma maison, faisait finalement face à la justice. Mais je ressentais de la peine aussi pour Sarah, qui se tenait dans un silence stupéfait, alors que son monde s'écroulait autour d'elle. Les suites furent rapides et complètes. La documentation d'Henri fournit des preuves inattaquables de la fraude, tandis que l'enquête de l'inspecteur Morrison découvrit rapidement le réseau de marchands et de collectionneurs qui avaient involontairement acheté mes bouteilles volées. La valeur totale du vol dépassait 850 000 €, en faisant un crime qui résulterait dans une peine de prison significative. Le procès de Marcus devint une sensation dans les cercles de collectionneurs, la couverture de Robert Chen apportant une attention internationale au cas. La sophistication des contrefaçons et l'audace du vol en firent une histoire d'avertissement qui serait discutée dans les cercles de collectionneurs pendant des années. Mais pour moi, le moment le plus satisfaisant ne vint pas pendant le procès ou la récupération de mes bouteilles volées, mais dans les semaines qui suivirent, alors que Sarah commençait lentement à comprendre toute l'étendue de ce qui s'était passé. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle avait amené dans notre famille et à qui elle avait confié nos secrets, avait systématiquement volé son père, tout en prétendant le respecter et l'admirer. « Je suis tellement désolée, papa, » dit-elle pendant une de nos longues conversations sur la trahison. « Je l'ai amené dans notre famille. Je lui ai donné accès à toi et ta collection. C'est ma faute. »« Non, » répondis-je, prenant sa main dans la mienne. « Marcus a choisi de me voler. Il a choisi de te mentir. Il a choisi de violer la trahison que nous avions placée en lui. C'était ses décisions, et il en affrontera les conséquences. » Alors que je m'asseyais dans ma cave mois après mois, entouré de ma collection restaurée et des nouveaux systèmes de sécurité que j'avais fait installer, je réfléchissais aux leçons apprises de l'expérience. La confiance, une fois brisée, pouvait parfois être réparée, mais cela nécessitait la reconnaissance du dommage fait et un engagement genuin à faire amende immanquable. Marcus n'avait montré aucun tel engagement, aucun remords pour ses actions, aucune compréhension de la douleur qu'il avait causée. Le château d'Yquem 1947, qui avait commencé toute cette épreuve, était de retour à sa place appropriée, avec toutes les autres bouteilles que Marcus avait volées. Mais plus que cela, ma relation avec Sarah avait été renforcée par notre expérience partagée de trahison et de récupération. Elle avait appris à voir son père non plus comme un vieil homme gâteux, mais comme quelqu'un encore capable de se protéger et de protéger son héritage. Et Marcus ? Marcus a appris que quand on vole un semelier, on ne fait pas face à la loi. On fait face à quelqu'un qui a passé une vie à apprendre à distinguer la vérité de la tromperie, l'authenticité de la fraude, et qui possède à la fois la connaissance et les connexions nécessaires pour exposer ses lancers avec une précision chirurgicale. Le monde du vin est petit, et impitoyable pour ceux qui tentent de le tromper. Marcus n'y retrouverait jamais d'accueil. Quant à moi,
j'avais défendu avec succès quelque chose de bien plus précieux que l'argent. L'intégrité d'une passion d'une vie et le respect qui vient de l'expertise honnêtement acquise. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'assurer que la justice soit rendue avec la même précision et attention aux détails qu'on appliquerait à n'importe quelle autre chose qui vaut la peine d'être bien faite. Dans le cas de Marcus, cette précision était absolue, et la justice était aussi bien vieillie que n'importe quel millésime de ma collection.